Et donc, c'est une photo de toi sur scène. Voilà, on la voit bien. Je me remets sur mon Non, petit studio d'enregistrement. T'as mis la même tête, c'est amusant parce que quand je t'ai demandé quel était ton meilleur souvenir sur scène, tout de suite, tu m'as orienté vers cette vidéo-là que j'ai trouvée sur YouTube. Alors, j'ai pas pu garder la vidéo parce que c'était un peu long et que je veux que cette émission ait un rythme assez rapide. Mais dis-nous ce que tu faisais et dis-nous où tu étais et pourquoi c'est ton meilleur souvenir. écoute, je vais mettre quand même un peu de bémol parce que depuis que j'ai réfléchi, je me dis, mon meilleur souvenir sur scène, c'est toujours le dernier moment sur scène, n'est-ce pas? Parce que chaque fois qu'on monte sur scène, on utilise l'expérience précédente, on capitalise, on se dit là je peux mieux faire, là je peux changer. Et là, je suis à Denver, Colorado. Il y a 500 personnes dans la salle. Wow. Et waouh, ça c'était fabuleux parce que c'était la grande scène. Alors donc, moi je bouge beaucoup, hein, comme vous pouvez constater. Alors donc, je pouvais aller de long en large. Et en fait, vous allez avoir du mal à le croire, mais la conférence portait sur comment apprendre la langue française, comment avoir de la confiance quand on parle une langue étrangère et être en confiance, et en particulier le français, parce que c'est des Américains. Alors, Sabine, dis-nous tout. Qu'est-ce que c'est que ce beau moment-là que tu as vécu? Eh bien, tout simplement, c'est la première fois, parce qu'il paraît qu'on n'oublie jamais sa première fois. C'est Donc, c'est clair. ce que je considère comme ma toute première conférence. Ça doit faire 3-4 ans. Donc, ce n'était pas une formation, ce n'était pas un workshop, ce n'était pas un atelier. C'était vraiment une conférence avec 300 personnes dans la salle. Et ça, c'est juste la fin. C'est juste quand c'est la libération, quand tout s'est bien passé. Et donc, c'est un moment qui me revient souvent en tête. Parce que finalement, la première fois, elle est magique. Pourquoi? Parce que c'est la première. Et en fait, on ne sait pas où on va. Il y a beaucoup de premières fois, si on savait où on va, on ne le ferait peut-être pas. Et donc, peut-être que le stress est moins grand la première fois que la deuxième fois. En tout cas, c'est très intéressant et j'engage tous ceux qui nous écoutent à faire quelque chose pour la première fois cette semaine. Parce que ces premières fois, ça génère quelque chose d'exaltant, d'excitant. Et souvent, on fait des choses pour la première fois quand on est enfant ou jeune, mais pas quand on est un peu plus âgé comme nous. C'est vrai. On apprend des habitudes, etc. Mais c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Et parfois, ça remonte bien en arrière. Moi, je sais qu'il y a, au début du confinement, mon fils m'a initié à un jeu vidéo, League of Legends, et j'ai découvert ce jeu pour la première fois. J'ai été nulle de chez nulle, etc. Mais ça m'a vraiment intéressé, le concept, les musiques, le jeu, le décor, et ça m'a beaucoup plu. Donc, faites quelque chose pour la première fois cette semaine, et vous m'en direz des Surtout, tu as nouvelles. choisi une image qui retrace ce moment fort-là. Et effectivement, on voit tout de suite ce dont tu voulais nous parler. Est-ce que tu peux nous situer le contexte et nous dire ce que tu fais, toi, seule femme au milieu de tous ces hommes? Alors, quand tu m'as demandé mon meilleur souvenir sur scène, d'abord, c'est très, très compliqué parce qu'il y en a plusieurs. Par contre, j'ai choisi cette photo plus pour une raison de symbole et avec plusieurs clins d'œil. Donc, je suis à l'occasion de cette animation-là au casino de Royan. Donc, puisque je suis de Clermont-Ferrand, voilà, je suis une Auvergnate, née Tourangelle, mais j'avoue d'adoption en Auvergne. Et en fait, précisément, on a fait appel à moi ce soir-là. Alors, non pas comme quelquefois, parce que justement, comme il y a des hommes, on se dit, bah, tiens, on va mettre une EMC femme, ça mettra la petite touche féminine tout au long de la soirée. Mais là, c'est parce que le monsieur que vous voyez complètement sur la gauche, qui s'appelle Marc-Alexis Roquejoffre. Marc-Alexis Roquejoffre, c'est pareil, c'est mon mentor en fait. C'est un journaliste animateur qui est très connu aussi en Auvergne, qui est le premier à m'avoir fait confiance, puisque lorsque j'ai démarré, ça fait déjà un petit moment maintenant, voilà, il m'a confié des fois des animations sur lesquelles il ne pouvait pas aller. Et ce soir-là, c'était une preuve de confiance absolument touchante pour moi, puisque j'animais
animé la soirée Vue d'Auvergne, qui est son émission. Marc-Alexis a une émission qui s'appelle Vue d'Auvergne, qui existe depuis des années, qui a pour objectif de valoriser notamment notre patrimoine. Et en fait, et c'est ça aussi le clin d'œil, c'est cette frustration que l'on a quelquefois de faire des choses, mais de ne pas pouvoir en parler soi. Et donc, on a inversé le rôle, puisque moi, en étant MC ce soir-là, j'ai pu lui poser des questions sur son émission, son pourquoi, parce que ça, c'est une des questions phares que je pose toujours. Dans chaque animation que je fais, avec les organisateurs, je pose toujours cette question, pourquoi cet événement? Quel est son objectif? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Quel est l'avant et l'après que vous désirez? Et du coup, c'était l'occasion pour Marc-Alexis justement de pouvoir mettre en avant un petit peu cette émission. Et puis, vous le voyez, il n'y a que des hommes. Donc, et franchement, on a un côté quand même un peu fier quand on est une femme et qu'on se retrouve au milieu justement de et tous que ces… c'est bien agréable. Alors, on continue dans les souvenirs, on continue dans les bons moments. Et je t'ai demandé quel était ton meilleur souvenir sur scène. Et pour cette rubrique-là, tu as choisi un moment particulier. Donc, tu m'as donné une image que je vous partage tout de suite. Voilà, elle est ici. Hop. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire ce moment-là, nous raconter ce qui se passe, qui c'est cette personne? Et là, je pense que les personnes comprennent un peu mieux cette histoire de taille dont nous avons parlé au début. Moi, elle me fait rire. Elle me fait rire. Alors là, on est à la fin d'un concert et le monsieur que vous voyez là, c'est un des plus grands accompagnateurs de son temps, qui est mort malheureusement en 2007, qui m'a accompagné 15 ans, qui a été vraiment mon mentor dans ce métier d'artiste. C'est grâce à lui que je suis artiste encore aujourd'hui. C'est lui qui a cru en moi voilà, c'est vraiment quelqu'un qui m'a soutenu, qui m'a accompagné dans des lieux absolument improbables et sur des grandes scènes. Et pour la première fois ce jour-là, j'ai pas compris, il s'est levé. Alors que d'habitude, il est resté assis à son piano. Et là, il s'est levé. Et bien évidemment, quand il s'est levé et qu'il s'est mis à côté de moi, les gens ont éclaté de rire. Voilà. Parce que c'était trop, c'est des extrêmes. Voilà, et donc. Moi, j'ai beaucoup aimé que tu veuilles nous partager ce moment-là parce qu'il y avait cette amitié entre artistes, cet accompagnement, ce soutien, ce mentorat et que c'est un bel hommage que tu lui rends là. Donc, tu nous l'as fait connaître. Rappelle-nous son nom. Eddy Schaff. Eddy Schaff, un pianiste accompagnateur, un très grand accompagnateur, un accordéoniste hors pair qui a côtoyé Piazzolla, enfin voilà. Et en plus de ça, un chanteur de blues absolument incroyable, avec une voix comme ça. Il crachait. Quand il chantait, il disait mais il faut que tu craches. Il n'était pas du tout dans la voix angélique Il était dans la passion et dans l'expression. Voilà. Ouais. Et c'est lui qui m'a dit, écoute, je sais pas quoi faire de toi, tu as du talent, mais je sais pas quoi faire de toi parce que j'avais quand même 40 ans quand je l'ai rencontré, quand j'ai commencé. Il m'a dit, va dans la rue. Voilà, va dans la rue. Et j'ai chanté 4 ans dans la rue et là, après, on a vraiment travaillé ensemble et c'est devenu mon accompagnateur attitré. Et ça, c'est super beau. Et alors, je voudrais juste terminer toujours sur cette image parce que moi, j'ai eu une réflexion lorsque on faisait la répétition toutes les deux il y a une semaine de cela. Je t'ai dit, je ne sais pas si tu vas bien le prendre ou pas, mais pour moi, tu ressembles tellement à Édith Piaf et dans la personnalité, dans l'incarnation. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu m'as dit après, donc je voudrais que tu le racontes à nos spectateurs. Oui. Alors, Édith Piaf, ça a été un gros problème pour moi pendant longtemps parce que je refusais cette assimilation, je refusais cette fusion-là. J'avais besoin d'être reconnue pour moi. Et j'ai compris plus tard aussi que nous sommes en France, et en France, on ne touche pas au mythe. Et alors qu'aux États-Unis, par exemple, ça ne pose aucun problème. My Way a été chanté par les plus grands chanteurs de leur temps, une 50aine de fois, alors qu'en France, chanter Piaf, c'était vouloir ressembler au mythe, c'était vouloir prendre une place, et on m'accusait, enfin je voudrais pas avoir l'air de victimiser quoi que ce soit, mais j'étais soupçonnée quand même de mimétisme.
Alors, on me reprochait presque d'être petite, alors que ça avait été pour moi une source de souffrance épouvantable. Ouais. Et oui, j'avais ces cheveux en pétard, et oui, j'avais cette robe noire, parce que sur scène, c'est compliqué, quand on a ma taille en plus, de trouver une robe de soirée qui soit pas noire. Ah, mais je comprends tout à fait le ressenti que tu as pu avoir, mais maintenant, tu as fait ta paix avec ça et tu es heureuse même de chanter du Piaf. Oui, hein. oui, absolument. Maintenant, je suis totalement en paix avec ça. Je revendique vraiment mon talent à chanter Piaf. Enfin, le fait que il y a quelque chose de moi, il y a quelque chose de Piaf en moi, ça c'est évident. Et aujourd'hui, je me reconnais totalement là-dedans et j'ai énormément de plaisir à chanter Piaf et je sais que beaucoup de gens adorent que je chante Piaf. Non, mais je confirme, j'aime beaucoup quand tu chantes Piaf. J'ai vu une conférence, la dernière que tu as faite à l'AFCP, où tu as terminé avec… Ben, non, rien de rien, parce que c'est mon hymne. Non, bien sûr, je ne regrette rien. Ma vie, c'est un cadeau. Ma vie, c'est une histoire de rencontre, une histoire d'amitié, une histoire de courage. Et on va dire de ténacité, hein, à dépasser toujours, de faire ces petits pas un après l'autre. Et aujourd'hui, de me retrouver invitée d'honneur de Nathalie Bagadé. Merci. And I'm going to share a video. It's a very short video of you on stage. So let's do that right now, which is here. Are you ready, guys? Here we go. With a success mindset, failure is not an option. You can do, achieve, or overcome anything as long as you set your mind to it. This is my philosophy behind all the systems and everything I do and every breath I take. Okay, so can you tell us, Joyce, what was the stage? What was the occasion? How did you feel? Why did you choose this moment? Well, actually, you asked me what is your best moment on stage, and I think every single person here who is a speaker can relate to the fact that as an international speaker, we always go the extra mile to create the best experience ever. So choosing one particular moment of all the times I've been on stage was, I think, it is difficult, but I never want to brag because I don't like to brag, because what is bragging? Why should I choose the best moment? I thought I have fond memories of this one because as I said, we were in Manila and it was the third speak in a row. We've been speaking for the television and radio. We were for the speaker conference there to support our fellow speakers in the Philippines. And then they asked us to be on this HR summit, which is the biggest summit, the biggest HR summit in the Philippines every year. And I really liked the ambience. Why? Because we were there with all the speakers and we were actually sitting at one table. And there was so much support to one another. And that's why I chose it for your show today, because this show is all about support, supporting the speaker community, supporting one another. It's what I've been, doing and what my aim is with Europe's women speakers when we started it 3 years ago. It is supporting, women supporting women, women supporting men, but speakers, the speaker community is such a close, positive group of people. And that's what I felt, being on a stage in front of a huge room filled with HR people who, mainly some were there because they wanted to be, and some were there because they had to be from their boss. They were sent by their bosses. But having that first table in front of you, cheering you on and, wishing you toi just before you go on stage. That closeness, that support is what speaking for me is all about. It isn't about the fame on stage. It isn't about, it's getting your message across, but it is supporting other people. And
that's what I found as an international speaker was for me the most heartwarming environment to be is amongst other speakers. Écoute, ça va faire presque 30 minutes que l'émission a commencé. Je ne sais pas toi, mais moi, je n'ai pas vu passer le temps. Et donc, je pense que comme c'est 30 minutes, eh ben, il est temps de la petite pause pub. Donc, Carole, est-ce que tu as quelque chose à nous vendre? Est-ce que tu veux nous proposer quelque chose? Qu'est-ce qui… Voilà. Vas-y, c'est le moment. Tu as quelques minutes pour faire ta pause pub. Évidemment, j'aimerais beaucoup que tout le monde vienne s'amuser au Speak Show parce que c'est bien. It's fabulous. Mais pour cela, il va falloir attendre la réouverture des théâtres. On fait une tournée donc à Lyon, à Paris et à Nice, et puis ailleurs, pourquoi pas. Sinon, je ne vais pas vous le vendre, mais je vous invite, en attendant l'ouverture du Speak Show, je fais des cours d'anglais en ligne gratuits. Tous les mardis matins, de 9h à 9h40, et jamais j'aurais imaginé prendre autant de plaisir que je le fais avec ces cours. Alors ça, c'est une découverte. On s'amuse bien. Et il y a du monde, c'est le mardi matin. Alors, comment vous faites si vous voulez venir? Il faut me dire parce que je n'ai pas appris le lien par cœur. On le mettra après, soit dans les commentaires, soit dans la description. Voilà. De toute façon, après, ah oui, c'est magique. Je répondrai individuellement à vos commentaires et puis le lien, que ce soit bien accessible pour tous, parce que voilà, un cours d'anglais gratuit par Carole Bozor, que maintenant en plus vous connaissez et qui vous enthousiasme, je pense, autant que moi, ça ne se refuse pas. Donc, vous voyez, c'était pas une pause pub trop douloureuse, hein, les gens, parce que une pause pub où on vous vend rien, on vous offre quelque chose, quand même plutôt sympa. Écoute, ça fait à peu près 20 minutes qu'on a commencé l'émission. Je pense qu'il est temps l'heure d'une petite page de pub. Et en fait, c'est une page, bien sûr, aussi sympathique que le sont mes invités. Donc, il n'y a pas de grosses annonces publicitaires, mais je pense quand même que tu as une belle annonce à nous faire. Et donc, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as à promouvoir? J'ai une petite annonce, en fait. C'est vrai que tu disais, Nathalie, quand on est conférencier, quand on chante un peu comme moi, alors attention, hein, je suis chanteur amateur, mais c'est vrai que je fais régulièrement des petites scènes dans un petit théâtre. C'est vrai que l'adrénaline de la scène, c'est quelque chose d'inexplicable parce qu'en fait, ce qu'on aime, c'est le retour du public. Et c'est pas spécialement d'être sur scène, mais c'est de donner et de recevoir. Et quand on chante, d'ailleurs moi quand je chante, je ne chante pas pour qu'on m'écoute, je chante pour que les gens chantent avec moi. Et donc quand il y a le confinement qui arrive et qu'on ne fait plus de scène, on se dit mais quelle catastrophe, ce n'est pas possible. Eh bien en fait j'ai découvert avec un confrère de l'Association française des conférenciers professionnels, Fred Colantonio, qu'on pouvait faire des chouettes trucs à travers un écran. Et on a développé tous les deux un webinaire sur les visioconférences qui cartonnent. Et ce webinaire cartonne parce qu'on a vraiment trouvé un format qui convient. Donc, on ne fait pas de vente, on ne fait pas de marketing. Ce n'est pas un webinaire outil, donc on ne conseille pas une plateforme par rapport à une autre. Mais on passe vraiment en revue toutes les difficultés de la conférence qui sont encore accentuées par la visioconférence. Donc, comment on se comporte par rapport à un outil, comment on teste, comment on sourit, comment on marque des pauses, comment on ne parle pas trop vite, donc voilà, tous les comment, en sachant que 90% forcément est dans la préparation. Et ce webinaire fonctionne vraiment bien. Donc, j'avais envie de vous le présenter. La prochaine date, c'est le 17 juin à 13h30. Et je voulais donner un petit cadeau à tes internautes, Nathalie, en leur offrant une petite réduction de 10 € sur un prix qui n'est pas très, très élevé. C'est vraiment très gentil, Sabine. Je te remercie d'avoir fait ce cadeau pour nos invités. Alors, vous n'êtes bien sûr pas obligés d'y participer, mais sachez que Sabine a fait cette offre spécialement pour les auditeurs de She's on Stage. Donc, le code réduction, c'est SOS, comme l'acronyme de She's on Stage, 0806, puisque c'est la date de son She's on Stage. Donc, je vous mettrai les liens dans la description une fois le live terminé. Le lien pour accéder et au profil de Sabine sur son site internet et à sa chaîne YouTube et également à cette formation, donc ce webinaire sur la prise de parole dans les webinaires, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, c'est vraiment les visioconférences et tout ce qui va avec. Hein. Donc, voilà, le fait de garder le contact le plus longtemps possible, d'éviter les présentations PowerPoint trop lourdes, trop longues. Donc, voilà, c'est vraiment tous les petits… En fait, c'est vraiment toutes les petites choses auxquelles il faut penser.
Alors, Virginie, qu'est-ce que tu as à nous vendre? Qu'est-ce que tu as à nous démarcher? Voilà, est-ce que tu as une conférence à vendre? Non. Mais il y a quand même quelque chose que tu aimerais bien qu'on fasse pour toi. Voilà, que l'on fasse effectivement pour moi. Alors, vendre, non, pas du tout, je n'ai absolument rien à vendre. En revanche, et d'abord parce que je préfère ce terme, ce serait plutôt promouvoir. Et comme on l'a expliqué au début de l'émission, Nathalie, le métier de MC souffre d'un déficit en image et en notoriété. On ne connaît pas bien notre métier. Et comme je l'ai aussi évoqué tout à l'heure, je fais partie d'un mastermind. Ça veut dire que par l'intelligence collective, en gros, on est plusieurs MC à réfléchir à ce que l'on pourrait faire pour mieux faire connaître notre métier. Donc, on est en train de mettre en place, alors on s'expérimente, c'est vraiment génial, dans la vidéo notamment. Merci la FCP de nous avoir fait d'ailleurs samedi dernier une journée consacrée aux bonnes pratiques, aux outils, à la posture, etc. pour réaliser des vidéos, puisque nous allons faire des interviews croisées entre MC et puis dont l'objet, ça sera de parler de notre métier, faire savoir quelle est notre valeur ajoutée, à quoi on sert, dans quel cas faire appel à nous, dans quel type d'événement nous intervenons. Enfin, nous avons beaucoup de choses à dire et à faire. Donc, en fait, dans les prochaines semaine, vous allez découvrir, ceux qui me suivent sur mon LinkedIn, notamment sur mon compte Facebook, des vidéos de promotion de notre métier. Écoutez, partagez-les, n'hésitez pas à poser des questions parce qu'effectivement, c'est pas simple. Moi, je sais que à la rentrée des classes, c'était toujours la bête noire de mes filles quand il fallait qu'elles écrivent le métier de maman parce que d'abord, elles-mêmes, elles comprenaient pas. Et puis en plus, ça nécessitait des précisions. Voilà, donc elles ont eu la chance de venir me voir des fois dans des présentations, elles ont enfin compris, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment l'enjeu de faire appel à MC. Et du coup, moi, ma demande, puisqu'il faut oser demander, c'est important, ça sera celle-ci, de m'aider à véhiculer l'image du MC et de ce qu'il peut le permettre de faire. Donc, ta pause pub, en fait, tu demandes aux gens de faire quoi pour te rendre peut-être plus visible? C'est d'aller voir ton site web, d'aller voir ta chaîne YouTube? Voilà. Alors, pas YouTube pour l'instant parce que j'ai tout viré. Mais allez voir le site web, c'est josephkhalifa.com, https www. On le mettra, je rééditerai la description après le live. Voilà. Il y aura tous les liens nécessaires pour qu'on te retrouve. Voilà. Et ma page LinkedIn, enfin tout ça, c'est quand même assez congruent. Hein, ça donne une bonne idée de toutes mes facettes. Et ma foi, l'actualité concrète d'aujourd'hui, c'est mon petit atelier vibratoire. Alors, du dimanche matin. On arrive à cette rubrique-là, son offre pour vous, parce qu'elle a une offre pour vous, Josette. Voilà. Alors, le dimanche matin, si vous êtes réveillé entre 10h et 10h30, bien sûr, vous pouvez vous brancher sur Zoom. Évidemment, Nathalie vous donnera les clés les mots de passe et compagnie. Et je propose, on peut être 2, on peut être 10, un atelier vibratoire sur le son A. Voilà, le son A, qui est le son du cœur. Qui est le son du cœur. Et tout ce que je demande à mes participants, c'est de se détendre, de ne pas penser au son, d'essayer de se relâcher et d'oublier qu'il y a du son et simplement de profiter de ce bain de son, de ce voilà. Et donc, je fais évoluer, évidemment, parce que je l'ai appelé changer le stress en joie. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans cette demi-heure, je leur propose des petites visualisations de paysages, de personnages, surtout avec le confinement, les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, etc. Et puis, on se donne la main à travers les écrans et on chante l'un pour l'autre et c'est toujours très émouvant. Voilà. Alors, je vous encourage vraiment à y aller. Alors, moi, les matins, tu le sais, j'écris. Et je tiens vraiment à garder ce rythme d'écriture. Donc, à 10h, je suis en train d'écrire. Je ne peux pas vous rejoindre, mais je vous encourage vraiment. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Oui. Pourquoi s'en priver? Surtout si, il y en a plusieurs qui disaient qu'ils n'aimaient pas leur voix. C'est le moment d'apprécier ce moment-là. C'est l'occasion d'apprécier ce moment-là et de trouver de la joie dans sa voix.
Donc, je vous encourage vraiment à essayer et qui sait, vous deviendrez peut-être accro. And it's time for a little commercial break. So what do you have to sell? What do I have to sell? Oh, yeah. I'm not the salesy type of person, but yeah, it's not who I am. First of all, I have a new mentor program coming up. I got so many requests and so many questions, especially during the COVID period, which was a challenging time for all the international speakers and trainers out there because we all lost a lot of our income. And they were all asking me questions like, how do you do it? How do you survive? Because, you know, although I lost 80 to 90% of my income in one day, I never worried. I never itched because I just changed my programs. I just changed my strategy. And I mentor on a yearly basis. I have a private mentor group of people that I really support and mentor myself. And I thought, you know what, I get so many questions. I will open up my personal private mentor group again, which I normally don't do. For people, if they really want to be mentored for half a year, they can enter the program and I will support them with their, either it's a speaking business or if it's a combination or it's an entrepreneur who wants to grow, I will support them for half a year on really in my personal time to move them forward and, you know, to maximize their performance and impact. So that is what I do. But I think my little finger is telling me that you also came with a gift. Absolutely, yeah. I brought a gift. I brought a checklist, which you can actually really take a close look at, you know, and see if everything you need as an entrepreneur and even international speakers. Yes, guys, we are entrepreneurs. And we need to see ourselves as business and not just as a speaker, because a lot of people is doing that. I brought my checklist, which I usually only share with my mentor group, and I give it to you for free. Just go over each and every bullet to see where you stand and what you need as an international speaker to really amp up your business and take it to the next level. So that's thank you for this wonderful gift, Joyce, that you are giving our readers, our viewers. And I'm going to put the link where they can access the checklist after the show. So who is interested in this checklist? Marianne, elle te demande, Carole, par qui avez-vous été formée à la conférence? Éducation anglaise oblige, je pense qu'on est plus porté sur l'art du débat. Par exemple, on faisait des débats quand j'étais à l'école où on faisait un peu des cours d'art dramatique. Ensuite, en tant que prof, j'ai bien vu que plus on variait, plus c'était drôle, plus les gens adhéraient. Mais, en 2010, et ça c'est fabuleux parce que je viens de recevoir, c'est encore dans le sac, là, mon badge, vous voyez là, mon badge, Toastmasters. En 2010, j'ai rejoint l'association Toastmasters et je vous incite à le faire parce que cette association a changé ma vie. J'ai fait 2 conférences TED que je n'aurais jamais fait si je n'avais pas été au Toastmasters. On me demande de faire des conférences ou des ateliers sur des domaines ou des thématiques autres que l'anglais grâce au Toastmasters. J'apprends tellement de choses que j'encourage tout le monde à faire un passage. Donc, alors, j'explique un peu pour Toastmasters, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est pas dans toutes les villes. Moi, par exemple, je n'ai pas de Toastmasters à moins d'1h30 de route de chez moi. Donc, autant vous dire que j'ai été un peu démotivée. C'est dommage.
Ouais, pas encore, mais ça peut arriver. Et donc, il y a des groupes dans plein de villes de France où vous pouvez donc soit, c'est pour la prise de parole, c'est pour faciliter et favoriser la prise de parole en public, que ce soit en anglais ou en français. Il y a des Toastmasters français, des Toastmasters anglais et des Toastmasters où tout est mélangé. En fait, vous voulez parler en français, vous parlez en français, et vous voulez parler en anglais, vous parlez en anglais. Et donc, l'avantage, c'est que ça vous entraîne vraiment à la prise de parole en public en presque, c'est comme si vous étiez au bord d'une piscine et qu'on vous poussait à la piscine en disant va nager mon gars. Et voilà, je trouve le concept très très bien et qui favorise même les gens timides peuvent vraiment s'épanouir dans les Toastmasters. Donc, d'ailleurs, on en connaît une, Nathalie, qui est depuis une grande férue de Toastmasters, qui est dans l'assistance aujourd'hui. Je pense que Marianne, on a répondu à sa question. Après, il y a William qui voudrait savoir c'est quoi le secret de cette réussite et je pense qu'il parlait du speak show. J'aimerais bien m'améliorer en anglais en m'amisant. Donc, William, tu expliques le secret de la réussite. Merci beaucoup d'insister. Il n'y a pas qu'une seule chose, hein, sinon on te l'aurait déjà dit avant. Mais donc il y a plusieurs choses. D'abord, on oublie la grammaire, on s'en fiche de la grammaire. Ensuite, je ne sais pas ce que tu fais comme métier dans la vraie vie, mais si tu as un objectif d'apprentissage, de progresser quelque part, tu vas planifier, tu vas t'accorder du temps, tu vas mettre ça dans ton journal, dans ton calendrier, et tu vas faire un contrat avec toi-même pour y adhérer. Ensuite, il y a l'objectif. Il est très, très, très important d'avoir un objectif. Oh bon, là, il est kiné, alors donc tactile. C'est structuré sa vie. Hein. Alors, pour toucher en anglais, avoir un objectif qui t'est irrésistible. Alors, cet objectif, il faut un peu d'aide pour le formuler parce que les gens me disent il faut que j'apprenne plus de vocabulaire. Je dis mais ça, c'est pas un objectif, sauf si tu veux jouer au Scrabble. Avoir plus de vocabulaire, c'est un moyen de faire quelque chose de sympa. Alors, cet objectif peut être je veux aller, une fois qu'on peut enfin voyager à nouveau, je veux aller en Thaïlande draguer en anglais dans un bar. Et pourquoi pas je veux réussir un entretien en anglais. Je veux me marketer, je veux me vendre comme un kiné anglophone et je veux trouver une clientèle anglophone parce que j'habite dans le coin de la France où il y a plein d'anglais. Et ça, et on se dit bon, quelle est la date de réussite? Quelle est la date que toi et moi, William, on va boire du champagne pour fêter ta réussite? Alors là, il y a un peu d'ingénierie. Ça c'est les bases de ton apprentissage. Et puis ensuite, il y a comment faire. Mais viens au Speak Show, viens demain matin à 9h. Qu'est-ce que vous apporte au niveau personnel de faire des conférences? Donc, je te laisse répondre et après, moi aussi, je donnerai ma réponse. Au niveau personnel, pourquoi tu fais des conférences? Vaste question. C'est bon, on a tous quelque chose qui nous fait nous lever le matin. Et moi, j'ai ce désir de partager ce que j'ai à dire avec le plus grand nombre de personnes possible. Alors, plus il y a de gens dans la salle, plus je suis contente. Alors, c'est un peu dégo, hein, c'est pour moi que je fais ça. Je veux aider les gens, le plus de gens possible. On est dans les gens, ça me fait plaisir. Alors, donc, je me fais plaisir en faisant plaisir aux autres. Être sur scène aussi, c'est une autre possibilité de nous exprimer. Pour des personnes qui ne sont pas spécialement extraverties, ils peuvent se faire entendre, se faire voir sur scène. On n'a pas besoin d'être extraverti quand on est sur scène. Alors, pour moi, ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant.
Ouais, c'est bien. Bah, je ressens un peu la même chose, hein. Et puis Sébastien, il est encore à l'heure actuelle enseignant, même s'il est en train de se reconvertir lui aussi. Et Sébastien, lorsqu'on a choisi ce métier d'enseignant, c'était par vocation, parce que ce qu'on aimait, c'était transmettre. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile de transmettre quand on est mis en valeur sur scène, avec des gens qui seront payés pour vous entendre. Il y a tout le contexte qui est mis pour que qu'on vous écoute et que vous arriviez à les inspirer, que vous voyez les petites étoiles qui brillent dans leurs yeux à la fin de votre discours, mais ça n'a pas de prix. Enfin, pour moi, c'est juste miraculeux. On me parle souvent de est-ce qu'on n'a pas du stress lorsqu'on monte sur scène? Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu une petite crise de stress avant cette préparation, voilà, la préparation de l'émission. Mais à partir du moment où je monte sur scène ou où j'allume le micro et ici la caméra, comme je suis dans le don, l'idée c'est vraiment, je ne pense pas à moi qui récite un discours préparé sur scène, c'est pas du tout ça la conférence. Je suis là pour vous faire découvrir quelque chose que j'adore, une passion, un talent, etc. Et du coup, comme je transmets ça, que j'essaie de vous l'insuffler, de vous la donner, la peur, elle s'en va. On ne pense pas à nous, on pense aux autres et du coup, ça fait toute la différence. Bien sûr. Voilà personnellement ce que je ressens en faisant des conférences. C'est la poussée d'adrénaline, l'énergie qui nous propulse en avant. Cette question, peux-tu nous parler des techniques? Des techniques pour parler en public. Je ne sais plus qui est-ce qui a dit que les meilleures improvisations sont celles qui sont super bien préparées. Alors donc, on est en confiance à partir du moment où on a vraiment pris le temps de préparer. Moi, quand je travaille avec des personnes en entreprise pour les aider à parler au public, que ce soit en français ou en anglais d'ailleurs, il y a deux sortes de personnes. Il y a la personne qui est tellement confiante qu'elle ne prépare pas. Elle dit, bon, moi, de toute façon, je sais, je connais, je maîtrise mon sujet, je ne prépare pas. Seulement, elle ne se rend pas compte qu'elle est rasoir, que c'est ennuyeux ce qu'elle dit. Alors ça, c'est la surconfiance. Non. Non. Le deuxième profil, ce sont des personnes qui manquent horriblement de confiance, qui tremblent, qui deviennent tout rouges et qui sont très, très gênées. Un peu comme des gens qui parlent anglais. Alors là on s'entraîne, et plus on s'entraîne, plus on reçoit un feedback positif, plus on se sent bien et puis on se lance petit à petit. Il y a tellement de personnes en entreprise, et vous les connaissez, hein, vous avez déjà vu des gens qui doivent faire une présentation, qui ressortent les mêmes slides, les mêmes PowerPoint pour la 100e fois, on change juste la date, on change juste le titre, et bon, ben vas-y que j'appuie sur le truc pour avancer les slides. Et c'est horrible, c'est horrible. Et donc, j'ai déjà une première question pour toi, Sabine. Alors, est-ce que je peux donner des exemples de croyances limitantes? Oh, bien sûr que oui. Alors, je vais vous donner les croyances limitantes que j'appelle générales. Donc, il y a évidemment tout ce qui est lié au succès, à l'argent. Donc, le succès, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Si on a du succès, c'est qu'on a été un peu malhonnête dans la vie. C'est le malvenu d'être riche alors qu'il y a tellement de gens qui sont pauvres. Pour réussir, il faut travailler très, très dur. Et ce sera encore plus dur si vous êtes une femme. Donc ça, c'est ce que j'appelle toutes les croyances liées au travail, à la réussite. Après, il y a les croyances liées à nos peurs. Donc, on a peur, si on a du succès, de tout perdre. On a peur, si on a beaucoup d'argent, de tout perdre. On a peur, si on a de belles réussites, d'avoir de gros échecs. Donc, c'est vraiment ce que je disais, un tien vaut mieux, tu l'auras. Hein. On ne va pas trop risquer. J'ai déjà ça. Je suis très bien avec ça. Pourquoi est-ce que j'irais aussi chercher ça? On a des limites aussi. On est trop vieux pour réussir. On est trop jeune. On n'est pas assez diplômé. Donc, on est toujours trop ceci ou pas assez cela. Donc là, je pense que j'ai fait un peu le tour des croyances générales. Ça va peut-être, d'autres vont peut-être me revenir. Et puis après, il y a ce que j'appelle les croyances liées à nos rêves. Ce n'est pas le bienvenu dans nos éducations en Europe de parler de nos rêves. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on a un rêve, on n'en parle pas. Parce qu'on a la croyance qu'il faut garder ça tout secret pour soi. Or, pour réussir, eh bien, il faut en parler autour de soi. Si on a un rêve et qu'on n'en parle pas,
comment peut-on être aidé, comment peut-on trouver de l'aide. Donc voilà, c'est en gros les grosses croyances. J'ai une autre question pour toi de Nathalie. Pourquoi est-il si difficile de se libérer de nos croyances limitantes? Ah Nathalie, je devrais faire un peu de scientifique et on serait parti pour des heures. C'est le pouvoir du subconscient. Donc à partir du moment où on nous a répété étant petit, donc moi je reprends mon exemple, on m'a répété attention si tu as ça, fais gaffe, ne va pas prendre des risques. Et quand on entend ça tout le temps, il y a le petit gremlin comme on l'appelle, hein, qui est là dans le subconscient et qui revient tout le temps. Et donc il faut se battre. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est déconditionner la croyance. Et pour la déconditionner, ben, on revient aussi dans les petits pas tous les jours. C'est tous les jours lui dire, mais non, arrête, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est moi qui décide et moi, je suis capable. Et c'est vrai que dans la prise de parole, ben, pourquoi on a peur de prendre la parole? Ben, c'est parce qu'en général, on a entendu une fois, étant petit, qu'on n'était pas bon pour prendre la parole, ou bien ça s'est passé mal une fois. Et donc, on a peur de l'humiliation, on a peur du jugement, et ça nous empêche d'avancer. Et dites-vous une chose, c'est que oui, prendre la parole. Alors, on dit toujours en public. Pour moi, prendre la parole, tout ce que j'essaie de dire, que ce soit croyance imitante, il n'est pas nécessaire de prendre la parole devant 100 personnes pour utiliser tous les petits outils, tous les petits trucs qu'on vous donne. On sait qu'il y a pas mal d'étudiants maintenant qui doivent soutenir des mémoires à distance. Ce sont des prises de parole. Défendre un projet, ce sont des prises de parole. Aller demander, je ne sais pas moi, un sponsoring pour une œuvre caritative, c'est une prise de parole. Défendre un projet à l'école de votre enfant dans le comité de parents, c'est une prise de parole. Aller demander une augmentation salariale, c'est une prise de parole. Et donc, tout ce qui est valable pour un est valable pour l'autre. Et voilà, c'est depuis tout petit, on nous dit qu'on n'est pas bon pour faire les choses et on l'a tellement entendu que ça nous a complètement paralysés. Et c'est le subconscient, c'est vraiment le pouvoir du subconscient. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de la méthode Coué, du fait de se regarder dans la glace en se disant tu vas y arriver, tu es bon, tu es etc., tu es excellent. Qu'est-ce que tu penses de ça justement pour contrecarrer un peu? Mais je pense que, en fait, moi je dis toujours, il faut trouver ce qui vous convient. Donc, c'est une méthode parmi d'autres. Pour déconditionner les croyances générales, il y a 36 000 méthodes. Donc, tu as parlé de la visualisation. La visualisation est une méthode. Régulièrement se voir dans des conditions optimales, c'est une méthode que certains adoptent et pratiquent et auxquelles ils adhèrent. Il y en a d'autres qui vont faire du yoga, il y en a qui vont faire de la méditation, il y en a qui vont vous dire mais la méditation c'est pas pour moi. Ok, donc la méthode Coué est une méthode parmi d'autres. Moi j'aime bien de plutôt que de dire voilà je suis top, j'aime bien de dire ben voilà aujourd'hui j'ai fait ça de bien et surtout arrêtons d'assimiler nos actes et ce que nous sommes. Ce n'est pas parce qu'on s'est planté et qu'on a fait quelque chose qui n'était pas bien aujourd'hui qu'on est mauvais. C'est deux choses complètement différentes. Et on a tendance à entendre tu es nul. Ben non, tu n'es pas nul. Tu as fait quelque chose qui peut être amélioré, mais on n'est pas nul pour la cause. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime beaucoup, Nathalie, tu vas le confirmer à l'association des conférenciers, c'est qu'on parle vraiment en point d'amélioration. Donc, on ne parle jamais en point négatif. Et par exemple, si on dit à quelqu'un qui n'est pas ancré, par exemple, on sait qu'en prise de parole, l'ancrage est important. Si on dit à quelqu'un tu bouges sans arrêt, tu me donnes le vertige, pour moi, c'est très négatif. Si on dit à quelqu'un tu pourrais encore travailler un peu ton ancrage, c'est un point d'amélioration et c'est complètement différent. Si les croyances limitantes sont induites en partie durant l'enfance, comment les parents pourraient éduquer leurs enfants pour qu'ils en possèdent moins? Ah, c'est une très bonne question. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le jour où on comprend qu'on a des croyances limitantes et qu'elles nous bloquent, qu'on est conscient qu'on doit faire quelque chose pour nos enfants. Et moi-même, hein, j'en travaille certaines et je suis convaincue que j'en donne d'autres à mes enfants. Donc, ce qui est important, c'est de leur dire, écoutez, voilà, moi je pense que, mais c'est pas spécialement une bonne chose parce que moi, ça m'empêche d'avancer. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Et moi, j'en veux pas du tout à mes parents. Ça, c'est aussi très important. C'est ces croyances que mes parents m'ont données, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et j'ai eu des super bons parents et j'ai eu énormément d'amour. Il y en a pour qui ce n'est pas le cas et qui vont peut-être en vouloir. Mais de grâce, n'en voulez pas à vos parents parce qu'eux ont fait ce qu'ils pensaient. Dans la majorité des cas, ils ont fait ce qu'ils pensaient être bon pour vous. Donc, quand mon père me disait « oui, fais gaffe, ne prends pas de risques », il ne le faisait pas pour me faire du tort. Il le faisait parce que lui pensait que c'était mieux de ne pas prendre des risques. Mais moi, ça me paralysait. Et donc, c'est quand on prend conscience de ses enfants, quand moi, j'ai pris conscience que j'étais vraiment
panique madame, comme on dit, et que je ne prenais aucun risque, que je me suis dit, voilà, je ne peux pas répéter le processus et je dois encourager mes enfants à tester. Alors, c'est clair que j'étais plutôt une bonne élève et que je ne les ai pas encouragés à boire, à fumer, à rouler vite en voiture. Voilà, j'ai quand même transposé certaines choses à mes enfants, mais je les incite beaucoup plus. Voilà, j'ai ma fille qui se pose beaucoup de questions, qui termine ses études et qui se dit « Maman, je ne suis pas sûre d'avoir fait le bon choix, c'est peut-être pas ça que je voulais faire. » Ou en tout cas, elle est en architecture, je ne veux pas être architecte, une architecte classique. Eh bien, là, maintenant, moi, je ne lui dis pas « Il faut que tu aies ton diplôme, il faut que tu termines tes études. » Ce que j'aurais peut-être fait il y a 10 ans, parce que j'avais cette croyance qu'il fallait avoir un diplôme. Là, je lui dis « Prends 6 mois, réfléchis, vois s'il y a des voies alternatives, vois si tu ne peux pas commencer à travailler, quitte à refaire des études dans 2-3 ans. » Donc voilà, j'ai complètement ouvert mon esprit par rapport à ça. Et je pense que pour ne pas les transmettre à ses enfants, il faut qu'on soit conscient. Et José disait, je crois que c'est José qui disait l'importance de connaître ses croyances. Moi, je dis qu'il faut reconnaître la croyance. Et la reconnaître, pour moi, c'est l'identifier et puis l'accepter. Parce qu'on peut la reconnaître, mais ne pas l'accepter et ne pas accepter qu'elle nous paralyse. Et c'est vraiment un travail à faire. Mais à partir du moment où il existe, vous irez sur ma chaîne YouTube, via ma chaîne YouTube, vous arriverez. Donc, je viens de développer un petit outil justement où je propose aux gens que j'accompagne 5 minutes d'exercice tous les jours pour prendre la parole, parce qu'on sait qu'on voudrait faire 5 minutes tous les jours, mais qu'on n'a pas les outils pour le faire. Et via ça, vous arriverez à un livre blanc sur les croyances limitantes en matière de prise de parole, où je pose 50 questions et je vous aide à identifier les croyances liées à la prise de parole. Et encore une fois, vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas un conférencier professionnel, parce que voilà, ça peut vous aider dans la vie de tous les jours. Et vous voyez qu'il y a des grandes catégories qui reviennent. Et la dernière petite chose que j'ai envie de dire, Nathalie, parce que je vois que le temps, c'est passionnant, ça passe, ça file, c'est ne vous attaquez pas à toutes les croyances en même temps, parce que vous allez en effet très vite vous décourager. Donc voilà, il y a des croyances avec lesquelles vous avez encore besoin de vivre aujourd'hui, parce qu'elles vous sécurisent et elles vous permettent d'être là où vous êtes. Et faites des catégories et dites, ben voilà, je vais maintenant travailler à celle-là. Et puis, vous verrez que dans 5-6 mois, elle va disparaître et vous pourrez en attaquer une autre. Mais je pense que c'est pas bon de s'attaquer à toutes les croyances en même temps, surtout si vous en avez beaucoup. Donc, voilà. Tu as 2 questions de Marianne qui se recoupent. La première question, c'est de quel métier viens-tu? Et la dernière question qu'elle pose, enfin, j'aime bien le point entre les deux, c'est est-ce que la conférence est un métier? Alors, moi, j'ai un parcours complètement hétéroclite. J'ai fait le droit au départ. J'ai fait des études de droit. Je n'ai jamais été avocate. Je n'ai jamais été juriste. Donc, comme tu l'as dit, je suis tombée très vite dans le milieu de l'édition, mais dans le milieu d'édition spécialisée. Donc, je gérais des publications, donc des livres, des bases de données, des revues, des magazines pour des professions économiques. Donc, principalement des experts comptables, des avocats, des directeurs financiers. Donc, ça m'a amené à bifurquer vers le marketing, vers la communication. Il y a 10 ans, je suis vraiment partie vers l'événement en organisant des tout gros congrès. Donc moi, comme je dis, j'ai une double casquette. J'ai la casquette de conférencière, si tant est que c'est un métier, on va y revenir. Et j'ai la casquette d'organisateur d'événements, mais avec ce qu'on appelle le programme management. Donc, j'ai planifié énormément d'orateurs et j'ai d'ailleurs fait un petit post, Nathalie, sur LinkedIn pour ceux qui l'ont vu. Donc, j'ai fait un petit calcul où je dois avoir planifié en 10 ans environ 1500 conférences. Donc, c'est énorme. Et j'arrive à un peu plus de 10% de femmes. Donc, c'est vraiment très, très peu. C'est vraiment très, très peu. Donc, si je fais moi-même le calcul avec ma casquette d'organisateur, j'arrive à un peu plus de 10%. Et puis la conférence, j'ai envie de dire qu'on y arrive. Je pense pas qu'on décide un matin d'être conférencier. On se lève pas en disant voilà, c'est mon métier, c'est mon futur, je vais être conférencière. Moi, c'est plus voilà, j'ai toujours été amenée à prendre la parole, à faire des présentations, mais finalement, c'est quand j'ai découvert le chant et encore à 40 ans. Hein, donc moi, je suis vraiment quelqu'un. Voilà, j'ai osé accomplir des rêves à 40 ans. J'ai commencé des cours de chant très tard. J'ai commencé le piano il y a 3 ans. Je suis capable aujourd'hui de m'accompagner, donc je peux pas lire une partition, mais je peux m'accompagner. Donc vous voyez, on peut commencer très très tard. Et en fait, c'est le chant qui m'a amené à la scène, et la scène qui m'a amené à transformer, à développer des produits plutôt formation, des team building, et puis à me rendre compte qu'on me demandait des formats de plus en plus courts, et que finalement c'est ça qui m'a amené à la conférence. Et c'est surtout bon, on est en Belgique. En Belgique, on a un tout petit marché.
Et vous devez savoir qu'on a un marché bilingue. Donc, quand vous faites une conférence en français, on vous demande si vous pouvez la faire en néerlandais. Et quand vous la faites en néerlandais, vu qu'on a la Commission européenne, on vous demande si vous pouvez la faire en anglais. Donc, on a vraiment une complexité à ce niveau-là en Belgique. Déjà un tout petit marché, et en plus un marché trilingue. Donc voilà, c'est ça qui m'a amené à l'association en fait. Et est-ce que tu penses donc que c'est un métier, la conférence, même si effectivement on comprend bien qu'on y arrive parfois par des chemins Alors pour moi, détournés? c'est un métier dans la mesure où j'ai une métaphore que j'aime bien. Le formateur pour moi est un marathonien. Donc c'est quelqu'un qui a le temps d'installer le contact avec les gens qu'il va former. Et le conférencier, c'est un sprinter. Il a exactement 2 minutes pour avoir de l'impact. Pour moi, c'est la grosse différence. Après, tout ce qui est technique de prise de parole, je pense qu'elles sont valables pour tout le monde. Et c'est clair qu'il y a des techniques de gestion de scène, mais ça s'apprend relativement vite. Si vous êtes formateur, logiquement, vous devez aussi avoir des techniques de prise de parole, mettre de l'interactivité, pouvoir raconter des histoires. Donc, j'ai envie de dire que les deux sont très semblables. Mais la conférence, vous n'avez pas le temps, vous devez avoir directement de l'impact. Donc, pour moi, c'est la grosse différence. Et je pense que, encore une fois, comme je disais, on ne décide pas un matin d'être conférencier. On le devient un peu par la force des choses. Parce qu'on est à l'aise avec ça, parce qu'on aime ça, et surtout parce qu'on a quelque chose à raconter. Oui, alors je pense qu'il y a 2 axes. Il y a le côté avoir un message à donner et effectivement se former pour pouvoir le donner de la meilleure façon possible. Parce que on monte pas facilement sur scène, hein, tu l'as dit, c'est une peur et il y a des raisons pour lesquelles ça fait peur. Il faut pouvoir placer sa voix, il faut pouvoir. On a peut avoir des idées, mais si on ne sait pas les transmettre, moi je vois ça du prisme de l'enseignement. J'ai beaucoup de collègues qui maîtriser un niveau de compétence très fort en mathématiques, en sciences physiques, en anglais, mais qui n'était pas toujours capable de le transmettre, de transmettre ses connaissances. Et c'est un peu pareil, lorsqu'on prend la parole en public, il faut pouvoir faire passer vraiment son message. Il est beau le message, mais voilà, il faut arriver à le faire passer, quoi. Ce qui est difficile, en fait, c'est d'avoir vous avez un message et vous avez une manière de le transmettre, mais beaucoup de formations en prise de parole vont vous apprendre à bien parler. Mais si vous n'avez pas de message, ok, le message, c'est que c'est moins de 10% de la communication, mais si vous n'avez pas le message, à quoi bon bien parler? Et à contrario, si vous avez un message et que vous n'arrivez pas à être impactant et à bien le transmettre, c'est compliqué aussi. Et donc, c'est ça le métier de la conférence, en fait. Par exemple, vous avez d'extrêmement bons orateurs qui sont dans des sociétés, qui sont des leaders, qui sont des chefs d'entreprise et qui, eux, vont venir présenter les chiffres de la société et vont le faire très bien parce qu'ils sont charismatiques et qu'ils savent s'exprimer en public, mais ce ne sont pas des conférenciers pour la cause parce qu'ils n'ont pas, sans doute, un message structuré pour la conférence. Et la conférence, ce qui est important, c'est d'abord le message, donc vraiment d'avoir du contenu, de le structurer, d'attirer directement, de teaser. Et puis surtout, les gens, ils vont vous oublier quand vous êtes en conférence. Hein. Quand vous êtes en formation, vous partez souvent avec un notebook, avec un petit cahier, et vous allez mettre en pratique la formation. La conférence, il faut qu'ils retiennent une phrase. Vous devez vraiment avoir un call to action qui est vraiment impactant. Et c'est un métier, c'est un métier. Donc, c'est la dernière question à laquelle je te propose de répondre. Si jamais il y en a d'autres, eh bien, on pourra y répondre. Tu pourras y répondre après le live d'ici un jour ou deux. Donc, Gracieuse nous demande, est-ce que demander à un enfant s'il est fier de lui quand il a fait quelque chose de bien est une bonne idée? Je lui dis que je suis fière d'elle, mais je veux qu'elle soit fière d'elle aussi. C'est très intéressant. Alors, je viens de lire récemment un livre en anglais à ce sujet-là. Je n'ai pas le titre parce que c'est vraiment quelque chose et je ne suis pas d'accord. J'en ai discuté avec ma fille, on n'était pas d'accord. Et dans ce livre, je lisais qu'il ne fallait pas dire à un enfant qu'on était fier de lui, mais qu'on était content pour lui. Oui. Et ma fille n'est pas du tout d'accord parce qu'elle me dit « Maman, ça me fait tellement du bien quand tu me dis que tu es fière de moi. » Et donc, j'ai essayé d'entamer une discussion avec elle. Donc, l'esprit du livre, c'était de dire « Mais si vous dites à un enfant que vous êtes fier de lui, vous lui donnez l'impression qu'il est votre trophée. » Donc, c'est voilà, je suis fière de toi, c'est moi qui gagne finalement. Et donc, une alternative est de dire « Je suis tellement contente pour toi. » Oui, parce que c'est sa réussite. C'est sa réussite. Voilà. Ouais. Moi, j'aurais très peur, alors j'aimerais bien que tu nous en parles là-dessus, j'aurais très peur d'oublier les noms des intervenants à qui je m'adresse. Alors, est-ce que tu as une bonne mémoire? Comment tu gères ça? Et en fait,
J'ai dû développer énormément de techniques pour mémoriser tous ces gens dans la salle. D'ailleurs, depuis, je n'anime pas que des événements, j'anime des réseaux professionnels. Voilà, j'avais jusqu'à plusieurs centaines de dirigeants dans mes groupes et sur mes événements dont je devais connaître le nom. Alors, il y a plein de petites astuces qui existent. Voilà, on se fait des petits dessins, des petits plans. En général, on fait des associations. Tel monsieur fait penser à un tel, alors on s'imagine un prénom. Enfin bref, mais voilà, au fur et à mesure, c'est assez amusant. Mais la mémoire, ça permet de bien la faire fonctionner. Et puis moi qui suis curieuse, bien voilà, curieuse des gens déjà, curieuse des sujets, un peu curieuse de tout. C'est ce qui fait que c'est un métier extrêmement épanouissant parce que je rencontre beaucoup de personnes et je vais dans beaucoup de milieux. Donc c'est vraiment formidable. Moi, j'avais en souvenir une anecdote que tu m'avais racontée de personnes qui étaient assez mal à l'aise et que finalement tu avais réussi à débloquer. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Bien sûr. En effet, j'ai forcément un métier plein d'anecdotes et d'expériences. Alors, en effet, un des rôles aussi du MC, c'est de mettre à l'aise et de préparer les personnes qui vont prendre la parole. Alors, certaines ont l'habitude. Il y a certains intervenants qui sont des experts et qui ont l'habitude de prendre la parole, mais d'autres pas du tout. Moi, j'ai eu des fois des enfants sur ma scène. J'ai eu des personnes dans des situations un petit peu délicates, puisque comme je disais tout à l'heure, par exemple, je traite du sujet du handicap. Donc, j'ai eu des personnes en situation de handicap. Et je pense que l'allusion à laquelle tu fais, c'est celle d'un monsieur qui est aveugle et qui est une personne qui était représentant d'une organisation et qui en soi n'était pas en accord quelque part, même s'il a accepté l'invitation, avec le sujet et la thématique de la table ronde. On était là justement pour parler de handicap et culture notamment. Ce monsieur s'occupe d'une association et de pièces de théâtre en fait. Hein. Il joue des pièces de théâtre pour les personnes justement qui sont aveugles. Alors moi déjà, il faut savoir que le premier lien que je crée beaucoup de complicité avec mes intervenants parce que j'échange beaucoup avec eux avant. Mais le jour J et sur scène, ce qui nous lie, c'est le regard. Ouais. Donc forcément, pour moi, c'était un petit peu compliqué, d'autant que ce monsieur que j'avais eu au téléphone justement en interview avant était un petit peu remonté contre moi, même si j'y étais pas pour grand-chose, avec un taux d'agressivité quand même assez fort. Et là, je me suis dit, ça va être très complexe pour moi parce que je risque d'avoir du mal à gérer. Et gérer les personnes, c'est un des éléments clés. Donc, lorsqu'il est arrivé, que j'ai fait sa connaissance physiquement, je suis allée au-devant de lui et je me suis dit, je vais créer le lien autrement. Donc, je l'ai fait par le toucher. D'une part, et puis surtout j'ai un petit peu détourné les choses, je l'ai impliqué, je lui ai dit combien sa présence était importante aussi pour moi, notamment qu'il allait être la personne sur laquelle j'allais me reposer pendant cette table ronde et qu'il va bien m'autoriser à être à ses côtés, que j'ai ma main sur son épaule et puis du coup je l'ai mis en partie prenante et ça a été quelque chose de très différent. J'ai jamais vécu ça avant parce qu'en effet il n'y avait pas le regard, mais ce lien qui s'est créé et puis finalement ce contact physique a eu un effet plutôt positif puisqu'en définitive cette table ronde, elle a été magique. Il s'est complètement transformé et l'organisateur qui a fait appel à moi est même venu me voir à la fin en me disant mais vous lui avez fait quoi? Donc, pas grand-chose, si ce n'est simplement, j'ai été à l'écoute et puis j'ai essayé de comprendre aussi quelles étaient les émotions qui l'animaient parce que c'est un métier où il y a beaucoup d'émotionnel. Il faut créer le lien avec le public, on crée le lien avec les intervenants. On a plusieurs cerveaux quand on anime parce qu'on est à la fois d'abord avoir une longueur d'avance à penser aux questions qu'on va poser ensuite et comment on va amener notre sujet. On doit être attentif à ce que l'intervenant est en train de dire à ce moment-là, attentif à l'attitude du public parce qu'on ressent, il y a une atmosphère générale que l'on ressent et puis également à celle de l'organisateur qui compte sur nous pour qu'on gère le temps, qu'il n'y ait pas de dépassement et que tout se passe à merveille. Donc moi c'est ça que j'adore, c'est d'avoir simultanément toutes ces choses à penser. C'est beaucoup d'énergie et je trouve ça très chouette. Alors, on a les premières questions qui arrivent. Alors, il y en a une que je trouve très complexe. On va voir ce que tu en penses. Quelle est ta clé de vie? Ah, ça ne m'étonne pas que Cyril me la pose. Alors, ma clé de vie, en plus, on a eu l'occasion d'échanger tous les deux à ce sujet, pas plus tard qu'il y a quelques heures, voire quelques jours. Moi, je suis curieuse. Je ne sais pas ce que c'est qu'une clé de vie. Alors, je vais te dire, en fait,
la clé de vie, c'est peut-être la clé qu'on pourrait appeler du bonheur, celle où on va être aligné, celle où on va être en accord avec ce que l'on fait, avec l'épanouissement que l'on peut avoir. Voilà. Alors, mais peut-être que cette coupure, c'est simplement que, voilà, à chacun son temps de réflexion, à savoir quelle est sa clé de vie. Mais en tout cas, c'est celle-ci de savoir ce qui nous anime, ce qui est important pour nous, vers quoi on tend, quels sont nos rêves, et puis bah, voilà, qui l'on est, ce dont on a envie. D'accord. Donc, ta clé de vie, c'est de croire à tout ça. Ben, notamment, c'est surtout, voilà, savoir qui je suis, ce qui est bon pour moi, où je veux aller, quel est mon pourquoi. Moi, j'en reviens toujours à ça. Et puis après, d'être en permanence aligné et d'être en confiance. Je pense que, voilà, quelque part, l'univers veut le meilleur pour nous. Nous sommes responsables et l'unique responsable de notre vie, de notre réussite, ou pas d'ailleurs. Voilà, la vie nous envoie des épreuves. On a tous des moments difficiles. Moi-même, j'ai eu des moments. Voilà, je suis partie à plusieurs reprises de zéro. Et puis, eh bien, ça a été pour apprendre qui je suis et puis surmonter certaines épreuves, comprendre ce qui était fondamental, où je voulais aller, ce que je ne voulais plus d'ailleurs, mais aussi ce que je veux. Et voilà, la clé, je crois qu'elle est là. Moi, je la résumerais bien à la clé du bonheur quelque part. Donc, j'ai une autre question pour toi, d'Aline. En tant qu'AMC, est-ce que c'est vous qui choisissez les conférenciers qui interviennent? Comment faites-vous? Alors oui, en fait, Aline, ça dépend des cas. C'est-à-dire que moi, il arrive, et de plus en plus, parce que c'est ma manière de travailler, j'aime beaucoup, quand un organisateur souhaite monter un événement, il a avant tout une thématique et j'aime être force de proposition à leur côté. Et donc, bâtir en fait l'animation dans sa globalité avec son format, son rythme, les intervenants. Et donc, dans ces cas-là, je peux en effet être force de proposition. Je vois par exemple, ça a été le cas pour Gérard Lefort sur un événement autour du handicap à Lyon. Mais il y a d'autres fois où, au contraire, on m'a amené le sujet, on m'amène le plateau avec les différents intervenants et les différents conférenciers. Et là, ben, je compose avec les personnes que j'ai. Je rigole parce que tu as un chat qui passe derrière toi. Et on voit ça mais c'est mon chat star parce que pendant le confinement, j'ai donc animé des webinaires, dont notamment un qui était retransmis dans le monde entier, au Mexique, aux États-Unis, un peu partout. Et en fait, donc moi, j'étais très sérieuse en train de faire mon animation et je regardais le chat et je voyais beaucoup le chat. Et je me suis dit, mais mon chat va être célèbre dans le monde entier. Je vois qu'il continue manifestement de faire sa star. Il adore. Dès qu'il y a du monde connecté, il vient faire sa star apparemment. J'ai une autre question pour toi. Alors, il s'agit de Victoria qui nous demande: bonsoir, quel événement rêves-tu d'animer? Victoria est une amie très chère et je la remercie vraiment d'être présente. Quel est l'événement que je rêve d'animer? C'est une bonne question parce qu'en plus, je me la suis jamais vraiment posée. Peut-être que l'événement qui serait le plus important pour moi, c'est celui qui aurait le plus d'impact. Je cherche pas à avoir forcément beaucoup d'audience parce que, comme on disait tout à l'heure, le MC, il est visible mais invisible. C'est pas lui qu'on regarde. Il met les autres en lumière. En revanche, il contribue à porter des messages. Et moi, je crois que j'ai pas l'événement exactement défini. Ce serait rigolo que je m'amuse à l'imaginer. Mais par contre, c'est celui sur lequel je mettrais en avant, et c'est aussi ça mon engagement à la Ligue des Optimistes, puisque j'organise des événements dans ce cadre, c'est de valoriser, de mettre en avant des actions positives, des personnes qui s'engagent notamment, et puis de contribuer à ce que la vie soit plus belle si on peut. Et donc, je crois que ça serait surtout ça, avoir un impact fort avec un message puissant et qui soit ressenti d'un grand public. Et comment tu fais? Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je t'en pose une moi-même. Comment tu fais pour garder, pour canaliser certaines personnes qui débordent du timing? Je ne sais pas si tu n'as peut-être pas assisté à Elevate en 2019, mais lorsque il y a eu des personnes qui ont un peu débordé, même beaucoup débordé, les MC qui étaient présents, ils étaient 3. N'arrivaient pas, ils ont tout essayé, les signes, et la personne continue à parler, et donc finalement, ils sont arrivés sur scène, par derrière, en faisant comme s'ils faisaient le ménage.
Donc, il y en avait un qui balayait, une qui faisait les carreaux. Ils ont improvisé, en fait, ce moment-là. Et ça reste l'un des moments les plus drôles d'Elevate. C'était très spontané. Alors, l'intervenant a moyennement apprécié sur le coup, mais après, il a reconnu qu'il avait vraiment tellement débordé qu'il fallait faire quelque chose. Et j'ai trouvé que c'était sympa. Mais comment tu fais, toi, pour ceux qui débordent le timing, en fait? Alors, il y a plusieurs astuces. Déjà, la première, elle commence en fait dans le briefing. C'est-à-dire qu'avant même, déjà quand on a quelqu'un en interview, on arrive à peu près à savoir si c'est quelqu'un à qui, quand on lui pose une question, il nous répond par 2 mots, parce que ça aussi, c'est problématique. Il y a ceux qui débordent, mais il y a ceux qui n'ont pas grand-chose à dire. Et ceux dont ils partent, on se dit, oulala, ça va être très compliqué de les canaliser. Alors, avec cela, j'ai un gros travail en amont dans la préparation, c'est-à-dire que je les préviens qu'ils ont un temps qui est imparti, que ça serait dommage qu'ils n'aillent pas au bout de leur pensée notamment, et que par conséquent, on va travailler ensemble sur l'esprit de synthèse d'une part, ce que l'on va dire, le temps qui est imparti, et après j'établis des codes avec eux. C'est-à-dire que en fait, je leur demande l'autorisation d'intervenir si jamais ils sont trop longs. Alors les codes, par exemple, quand j'ai mon micro, c'est que lorsque la personne a la parole, mon micro est baissé, notamment pour une table ronde. Et donc, quand ils vont commencer à voir que je monte mon micro, c'est qu'il va falloir qu'ils commencent à aller vers la conclusion. Et quand le micro est devant ma bouche, ils savent que c'est terminé, je vais reprendre la parole. J'utilise aussi beaucoup l'humour. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis debout, notamment à une remise de trophée, on a une distance, en fait, avec la personne qui va être peut-être un petit peu plus loin et plus éloignée que nous, ou parce qu'une personne va être au pupitre, par exemple. Eh bien, moi, je vais me rapprocher. Alors, je vais me rapprocher d'abord discrètement et puis je vais commencer donc, la personne va sentir ma présence arriver. Là, je vais faire un petit sourire et là, je suis une femme et j'en vais en jouer, je l'avoue. Et puis, en fait, avec une touche d'amour, je vais arriver, enfin, d'amour, très voilà. d'humour, et bien progressivement, je vais m'approcher de la personne jusqu'à la regarder et lui faire comprendre que c'est terminé. Voilà. Alors, il y en a un, c'est ton pire souvenir sur scène, on stage. Moi, je suis très positive, donc je voulais évoquer que les bons souvenirs, mais on peut aussi faire quelque chose de très chouette avec les mauvais souvenirs parce que c'est formateur. Est-ce que c'est ton cas? Eh bien, c'est surtout qu'en effet, d'abord, on apprend lorsqu'on a des expériences comme celle-là. Oui, j'ai un très, très, très mauvais souvenir. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'avec mes collègues MC, l'autre jour, on faisait nos tops et nos flops et j'en parlais encore. Et pourtant, ça date du début de ma carrière. Et vraiment, j'ai failli arrêter l'animation. Ce jour-là, j'étais pendant plusieurs mois sans rien le faire. Simplement, j'étais sur une plénière de clôture d'un séminaire de 2 jours sur un très gros événement national. Et en fait, je devais, pendant cette plénière, amener les questions de tous les rapporteurs qui avaient bossé pendant 2 jours et de les mettre en projection avec un parterre de personnalités. Sauf que tous ces rapporteurs, je devais travailler avec eux en amont au moins 1h30 avant. Ils ont tous déboulé 10 minutes avant le début de la plénière. Aucun n'avait rien préparé. Ils étaient avec des feuilles dans tous les sens. Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire ? Ouais. J'avoue, ça a été la panique totale. En plus, c'était mes débuts, donc c'était pas simple. Et puis, le but du jeu de cette animation, c'était vraiment d'écrire un livre blanc de ce qui allait ressortir. Et moi, même si je connaissais les sujets sur lesquels les groupes ont travaillé pendant les 2 jours, je connaissais les thématiques, je connaissais les enjeux. Mais pas les résultats. Eh bien non, puisque à quoi bon, ils allaient travailler pendant 2 jours si c'était pas pour reprendre. Et en fait, je n'ai pas eu le choix que de leur prendre leur papier, de surligner très très rapidement quelques questions. Et ce qui a été très dur à vivre, c'est qu'en fait, j'ai passé le nez dans mes papiers pendant toute cette animation à essayer d'en ressortir quelque chose. Et à vrai dire, je ne sais même pas comment je m'en suis sortie. Je m'en suis sortie, mais ça a été même un cauchemar. Franchement, là, c'était très, très dur. Je me suis juré que je ne ferais plus ce genre d'animation. Pas comme ça. En tout cas, là, on va terminer sur une très jolie question de Sébastien. Quel est votre secret pour garder le sourire jour après jour et transmettre ce charisme si contagieux? Je pense que tu as un nouveau fan. Merci Sébastien. Bien ce sourire, c'est simplement celui du plaisir que je prends à faire ce que je fais. Je crois que ce qui m'anime,
c'est le bonheur en fait d'avoir trouvé le métier qui me convient. Très sincèrement, quand j'étais même étudiante, on m'aurait demandé ce que je voulais faire, j'en savais rien. Je savais pas. La vie m'a amené pas à pas à passer. Moi, j'ai commencé comme assistante de direction, j'étais secrétaire au départ, et même quand j'étais en réunion, je priais pour qu'on me donne pas la parole. Je rougissais, c'était terrible. J'ai fait un stage de prise de parole en public, c'était fou. Jamais j'aurais cru ça. Et en fait, expérience après expérience, eh bien, je me suis rendu compte de ce qui me plaisait et je crois que simplement j'aime ce que je fais. Et puis, pour transmettre ce charisme, ça, j'en sais rien. C'est peut-être mon côté magnétique, peut-être. Alors, moi, je vais répondre. Tant mieux. J'ai un élément de réponse. Je pense qu'en plus, tu le confirmes, tu n'étais pas, au départ, tu n'avais pas les facilités pour t'exprimer en public puisque tu étais peut-être un peu réservé ou timide ou etc. Et pour moi, ce qui change et ce qu'on voit aujourd'hui à travers l'écran, c'est ta générosité. Tu es là pour les autres et tu ne penses pas à toi. Donc, du coup, quand on donne, et c'est ce que je ressens aussi quand je monte sur scène, c'est pareil, j'ai peur, enfin, j'ai peur avant, mais une fois que je suis sur scène, je ne pense plus à ce que je ressens moi, Nathalie Bagadé, sur scène, je pense à qu'est-ce que je peux leur donner pour que ça vaille la peine qu'ils soient venus. Et ça change tout. À partir du moment où on se focalise sur les autres, on s'oublie soi et on donne, et les gens ne peuvent qu'apprécier quand on donne et qu'on est sincère et comme tu l'es, quoi. Et si tu m'autorises 1 minute, justement par rapport à ça, et c'est important, en fait, il faut savoir que quand je suis arrivée à la FCP, au départ, c'est parce que j'avais un projet de conférence. Et justement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je ne serais, en tout cas, pas dans l'immédiat, pas conférencière. Parce que le conférencier est celui qui est mis en lumière. Et moi, je m'aperçois que j'ai pas du tout envie de ça. Et c'est pour ça que l'émission, même là, j'étais un peu, on l'a préparée. Comme je suis spontanée, que je parle voilà, facilement, ça va. Mais moi, ce que je souhaite simplement, c'est mettre les autres en lumière. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques du MC. Le MC est quelqu'un qui est dans l'humilité. Il n'est pas là pour se faire voir. Presque, on devrait l'oublier. Il fait en sorte que tout se passe bien. Donc, on ne peut pas ne pas le voir. Mais c'est pas lui qu'on doit regarder. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que quand on filme un événement, le MC, il est toujours coupé. Moi, j'ai voulu récupérer des rushs parce qu'on m'en a demandé, mais en fait, ce qui compte, c'est les réponses, c'est pas les questions. Donc voilà, ça prouve bien qu'on est là pour ne pas être vu, mais faire en sorte que les autres soient bien vus. Quand on dit « je n'aime pas entendre ma voix », c'est parce qu'il y a aussi d'autres sons qui rentrent, qui s'ajoutent à votre voix, et qui sont l'acoustique du lieu où votre voix a été enregistrée. Il se peut que l'acoustique soit pas bon, il se peut que la prise de son soit mauvaise, il y a des tas de choses qui rentrent en jeu. Donc, vous savez, entendre sa voix, c'est voilà, pour entendre vraiment sa voix, on peut se mettre les doigts comme ça Ouais. pas sans, vous voyez, mais voilà, Oui, et d'écouter sa voix et d'entendre, voilà, et de s'habituer à ce son-là. Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ça je suis persuadée que ce que tu entends, Nathalie, c'est ma voix. Oui. Alors, elle passe par les filtres, on a vu tout à l'heure, le grésillement, le machin, le truc, mais au fond, c'est ma voix. Tu vois, je n'ai plus aucun filtre personnel. Oui, tu n'essayes pas de la modifier. Tu es à 100% toi quand tu parles. Voilà. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être 100% elles quand elles parlent. Moi, je sais que faire cette émission, la re-regarder pour voir ce que je peux améliorer, etc., ça n'aurait pas été possible il y a quelques années où j'étais moins à l'aise justement avec ma voix, alors que là, voilà, grâce moi. Alors moi, c'est Jean Sommer j'en ai parlé dans un des posts, qui m'a permis sur le chemin de ma voix, et je la remercie parce que ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Tiens, tu as une demande en fait. Il y a Adeline qui dit aucune question, juste une chanson. Oh là là, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Ouais, c'est trop beau, ça fait du bien. Et alors, si tu as une question, tiens, entre-temps, qui est arrivée. Oui. Et c'est Marianne qui te demande combien d'octaves a-t-elle Josette? Alors, je pense qu'elle ne fait pas référence à des octaves mâles, c'est dans ta vie. Je crois comprendre ce qu'elle me demande, mais contrairement à ce que vous pourriez imaginer, j'ai une toute petite tessiture.
La tessiture d'une femme. Explique d'abord octave, tessiture. Je suis persuadée qu'il y en a qui sont perdus. Octave, voilà. Dans une voix humaine, on a un certain nombre d'octaves. Les hommes et les femmes. Et la voix des femmes est une octave au-dessus, c'est-à-dire 8 notes au-dessus. Octave, c'est 8. Octo. Tu vois? D'accord? Donc, c'est au-dessus. Hein? Mais c'est aussi par rapport à un instrument, hein, le piano en général. Ok? Donc, la voix de l'homme, elle va être en dessous d'une octave par rapport à la voix d'une femme. Et ensuite, on a la tessiture. La tessiture, c'est le nombre d'octaves qu'on a dans la voix. Et il y a des très grandes artistes dans le domaine lyrique notamment qui ont de très grandes tessitures avec des capacités d'aller dans le très grave et dans le très aigu, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai même pas 2 octaves. En général, on a 2 octaves dans la voix. Oui. Hein, on a 2 octaves dans la voix. Moi, je dois avoir 1,6, 1,7 vous voyez, et après, vous voyez, c'est ça qui est merveilleux. C'est que quand on connaît sa voix, et Piaf, c'était pareil. Piaf, on écrivait pour Piaf, et les musiques les mélodies de ses chansons étaient composées que pour sa voix. On ne peut pas chanter autrement Piaf que comme Piaf. C'est impossible. Parce que c'est du sur-mesure par rapport à sa voix. Donc, c'est pas qu'elle avait une grande voix, c'était une très grande interprète, mais c'est pas une grande voix dans le sens où elle n'avait pas 3 octaves. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est très intéressant. Très intéressant. C'est pour ça qu'il y a énormément d'incompréhension dans le vocabulaire de la voix. Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, en fait, c'est très lié à la respiration. Je lui dis, mais c'est pas que c'est lié, c'est la respiration. Ouais. Puisque la voix, c'est de l'air qui vibre sur des cordes vocales. Donc, c'est forcément la respiration. C'est sûr. Tu vois, donc, j'essaie de remettre un peu les pendules à l'heure et ça démystifie. Oui. Ça démystifie. Exactement, c'est rassurant. On se dit, si tu as une voix comme ça en n'ayant que 1,6 octaves, c'est rassurant. Mais oui, mais parce que j'ai appris, vous savez, j'ai appris à m'en servir, j'ai appris à la soutenir, j'ai appris à la faire passer. Quand je vous dis de polir le caillou, c'est vraiment ça. C'est des apprentissages. C'est quand même assez. Ou alors, il y a des voix naturelles qui sont très belles. Et malheureusement, avec l'apprentissage et de mauvais profs de chant, ça peut tout casser. Donc voilà, donc il faut faire très attention. Et moi, je dis aux gens, si vous voulez travailler votre voix, ça passe pas forcément par le chant. Parce que prendre des cours de chant, c'est déjà rentrer dans un carcan, dans des obligations de justesse, de hauteur, etc., de respiration, de tenue de souffle. Moi, je dis, je vous apprends à lâcher votre voix. Voilà, c'est tout. C'est lâcher la voix, lâcher, ouvrez le tuyau et ça sort. C'est tout. C'est ça la voix. C'est passionnant, on a appris plein de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur les octaves, les tessitures, le fait que c'était effectivement même pas besoin, qu'il n'y avait pas besoin de faire du chant. Donc, bravo et merci de nous ouvrir ce champ des possibles, nous dire c'est à notre portée, quoi. I had a question about DRS, doctorate. Yeah, in the Netherlands, we have several layers of going through university. And you have like the masters in the English, you have a doctor, and you have something in between. So I studied at university, I studied psychology and psychosocial studies. And so we get like these titles. And once my mentor said, oh, you have a title, you have to wear it, wear it, be proud of it. And humble as I was, like, I don't want to do this and don't do it. But the strange thing is, if you use it, people have a tendency of first of all, you have a conversation, which is pretty funny. And second of all, sometimes they really want to, they sort of value it more than without it, which I find strangely because I see a lot of people without any education being far better than
you know, a lot of people that came from university. So for me, a degree is not something, it's something to be proud of because you achieved it. But Cecile asked, the doctor part is like 4 years more. So I did 4 years of study, which I prolonged a little bit. And if you want to be a doctor in the Netherlands, you have to do another 4 years. But I already started working because I love the interaction. I see a cool question about. Yeah, it's a really cool question. So how do you do that? Keep my energy on a daily basis. I have a performance, you know, as a top sport athlete, we are drilled actually to work on our performance, but also to, we know that if you want to have a peak performance, you have to rest before. So the week before we had a big tournament, we were actually doing almost nothing. We were resting. And a lot of people were thinking, oh, now you train really hard. And we said, no, we don't, because we really want to, you know, get the energy and spare some, you know, energy, because the tournament will be really heavy and we need the extra. So a balance between good rest, good sleep, taking good care of yourself. And I have a little saying. I always say, watch the 777. Yeah. 7 glasses of water a day, 7 hours of sleep a day, and at least a 7-minute workout. Yeah, if you do that on a daily basis, 7 hours workout. Ooh. at least a 7-minute workout or another workout, 7 glasses of water and 7 hours of sleep. If you can do that on a daily basis, and usually I add at least 7 minutes of real mindful meditation, then I can assure you, you will keep your balance. A daily routine really helps me. Cecile asked, what was your previous job? And she said, then you answered it. Actually, you weren't a professional sports girl, right? That was not a professional. The last real job I had in corporate I was an aviation terrorism profiler for the cargo side of the aviation industry. So I did a lot for the people side, but also a lot on the cargo side. I actually was the one and first woman to do this. I usually found myself in conferences surrounded by 400 men, being the woman there in the room, handed the paper and pens to and saying, oh guys, you know, sweetie, will you take the notes? And then I would reply and say, you know, you better do that because I will be the person on stage telling you what to do next year. And they were like, oh no, you are. Oh, it's you. It's it's me. Oh, I thought you were a man. I said, no, sorry. Still, I wish I had seen that look on the face, you know, when they were expecting a secretary or can you bring me some coffee? And then they realized you were the experts. There had been someone to listen to. Said no, that's I think that's a bit satisfactory. And she has another question. Do you travel much? Well, before the COVID, I did. I was traveling a lot. I was traveling a lot in my last job, and I found myself one day waking up in a hotel, bumping my head because I thought that was the open side of my bed, but it was actually the wall. Yeah. And then realizing that I didn't know where I was. So I went down to the lobby and I silly had to ask, like, where am I? Oh my. And the clerk, that was frightening. Oh, it was frightening. And the clerk just said in a hotel. And I was like, yeah, I know that. So far I was. And then I had to ask him the other silly question, okay, in which country? Because I have no clue where I am anymore from the jet lag. So that was my turning point in thinking, okay, I have to do something else. I got 2 little foster kids. So I became a mom. And then I stopped traveling because I, you know, especially for foster kids, I really wanted to be a mom. So I was an entrepreneur and a mom, both at the same time. But I downsized to travel a lot. But the last few years, on a monthly basis, at least 2-3 times I'm gone. Sometimes for a few days, sometimes for a week. And it's a balancing act, especially when you're a mom, to you know, home on the right time in special occasions. But also, for instance, in Paris, I took my little girl with me.
And I showed her prayers, and I saw prayers through her eyes, which was amazing. So to Manila, I took my husband. So I always try to share, if possible, the experience with my family, because I will want to be a role model for these girls. I want to show them that, first of all, working is absolutely fun, amazing if you follow your passion, that you can achieve anything if you follow your passion. But also I want to show them my world and their world, and they show me the world through their eyes. So we both learn, and it's amazing to drag them along. That's what I do too, because when I go on many book fairs, as I'm a writer, and there are always book fairs with a feeling, an ambience, like medieval, you know, and or heroic conventions. And my children, they love to attend, especially the Hero Festival, or the festival that is being held in February in Lyon, Yggdrasil Festival. Absolutely. And that's just beautiful, and it's really inspiring. And when you bring your daughters to inspiring talks, I'm sure it's really amazing for them too. So I think that's really cool. Well, they have cool moms, right? Don't they?